je vais enregistrer une vidéo, puis je la posterai sur YouTube. Et puis je vais partager carrément mon écran, comme ça ce sera plus simple. Ok, nickel. Bon, bah allez, moi je vous ai mis une fameuse citation, elle est connue, hein, vous le connaissiez peut-être, de Einstein. Je l'aime bien celle-là. Alors, je vais commencer juste par une petite vidéo. Vous me dites bien, je pense que normalement vous pourrez l'entendre et la voir. Et puis on va voir un petit peu les questions qui étaient posées par rapport à cette activité. Donc elle s'est décomposée en deux temps cette activité. Une partie des questions portait sur la notion de pluie acide. Donc, dans ce chapitre, on parle pas mal de l'eau et notamment de l'eau et de l'environnement, hein. Donc les pluies acides, c'est quelque chose d'assez connu et important qui peut avoir des conséquences sur l'environnement. Et le fameux huitième continent, enfin fameux, je sais pas si c'est fameux, mais euh, il a été, on en a beaucoup parlé il y a quelques années de ce huitième continent parce qu'il a été découvert comme ça un peu par accident et c'est assez surprenant de voir ça. Alors la petite vidéo sur les pluies acides, elle est très rapide, hein, 1 minute et quelques. Donc, je vous laisse l'écouter et puis après on voit le document. Vous l'entendez là la vidéo? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il est trop bas, c'est ça? Alors attendez, je vais voir si je peux faire quelque chose. Euh, donc partager le contenu, dans mes paramètres, volume du haut-parleur. Je sais pas si. Je vais essayer de mettre plus fort, voir. Vous me dites. Je remets la vidéo là. Le son là. Ouais. Putain, je vais en avoir plein les oreilles là. Est-ce que vous entendez mieux là? Est-ce que vous entendiez mieux là? Là non. Bon. Bah, donc vous entendez pas là. Une petite voix, mais c'est en grésillement. Et si je fais ça. On entend un bruit de fond en fait. Ces gaz sont émis principalement par les Ah, non plus? véhicules à moteur Non, non Bon, plus. et bon, par les... écoutez, je vous Non. mettrai les liens, je vous les mettrai les liens à la fin, les liens des vidéos, ou je vous les mettrai plus tard. C'est pas très D'accord. important, hein, c'est montrer. Alors, je vais couper le son, puis moi, je vais le commenter quand. Hop. Donc, la pollution qui est générée par l'industrie, notamment, mais après, il y a des pollutions naturelles aussi. Elle produit des gaz qui vont se combiner avec la vapeur d'eau et en fait, les gouttelettes qui sont dans l'atmosphère, dans les nuages, elles, qui se sont combinées avec ces polluants, elles vont tomber sous forme de précipitations et ça va former des pluies qu'on appelle des pluies acides. Donc c'est pas simplement de l'eau, hein. L'eau c'est combiné avec d'autres éléments comme le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, etc. Et donc cette eau, comme elle génère une acidité plus ou moins importante et qu'elle pénètre dans le sol, elle peut avoir des incidences sur la végétation, mais aussi sur les milieux aquatiques et notamment les poissons, tous les êtres vivants qui sont dans l'eau. Et on recense des fois, à l'état naturel, on a recensé des pluies acides allant jusqu'à des pH qui avoisinaient les pH de 1 ou 2. Donc vous imaginez que c'est des pluies comparables à l'acidité d'un jus de citron. C'est-à-dire que si on était sous cette pluie avec des plaies un petit peu aux mains, on sentirait que ça pique les doigts, quoi. Ça piquerait les yeux si on regardait cette pluie. Donc c'est quelque chose d'assez important ces pluies acides, et ça peut vraiment être néfaste. Bon, alors dans les documents qui étaient proposés, vous aviez une partie sur les émissions soufrées, donc ça portait surtout sur le dioxyde de soufre, et qui est le seul responsable des pluies acides, hein.
Et vous aviez un petit document 2 sur l'acidité de l'eau. Donc ici, vous aviez des graphiques sur les émissions mondiales d'espèces soufrées, avec des valeurs basses, ça dépend des saisons, et des valeurs hautes, qui étaient notées en millions de tonnes par an. On parle d'émissions anthropiques. Alors on verra, c'est une définition anthropique. Ça signifie que c'est produit par l'homme. Hein. Anthropique, c'est tout ce qui est produit par l'homme. Donc il y a une des questions qui est posée et qui porte là-dessus. Il y a plein de réactions chimiques qui se produisent justement avec ces gaz qui se retrouvent dans l'atmosphère. Certaines d'entre elles, il fallait les écrire. D'abord, il y a une première dissolution du dioxyde de soufre dans l'eau. Et elle est délicate cette question parce que en plus, après, ça produit avec l'eau de l'acide sulfurique. Donc, pour répondre à la question et écrire l'équation de dissolution, je l'ai écrit en 2 temps. J'ai fait la dissolution de façon classique, et puis ensuite la réaction, une réaction rapide avec l'eau qui produirait cet acide. Après, d'une autre couleur, vous aviez toutes les réactions qui sont acido-basiques. Donc, vous aviez cet acide qui réagit avec l'eau pour former HSO3-. Ensuite, vous aviez HSO3- qui réagit avec l'eau pour former SO3-. Tout ça, c'était des réactions acido-basiques. Puis, il y avait une deuxième dissolution qui produisait par des réactions acido-basiques après pour donner ce type d'espèce chimique par des réactions acido-basiques avec l'eau. Donc on va réécrire toutes ces équations-là, puisque c'était demandé. Il en manque une simplement, c'est celle de la dissolution, qui est ici du trioxyde de soufre dans l'eau, et qui a produit de l'acide sulfurique. Alors là, je le surligne de 2 couleurs, on va voir pourquoi. Les autres, on n'en parlait pas. Bon, il y avait un petit rappel sur ce que c'était qu'une réaction acide-base, mais bon, ça vous savez maintenant, hein, c'est un échange de H+, l'acide c'est celui qui peut céder le H+, et la base c'est celui qui peut le capter. Et puis on nous parle un petit peu de carottage glaciaire. Alors ça c'est super important hein, pour mesurer les quantités de polluants atmosphériques à travers les âges. Bon, on fait des prélèvements dans les glaciers au niveau des pôles, et dans ces glaces sont piégés des gaz, et on va les analyser, et c'est grâce à ça qu'on peut dire que il y a quelques milliers d'années, il y avait beaucoup ou peu de CO2, peu de SO2, etc. Et on constate, grâce à ces glaces, que la quantité de SO2, donc tout ce qui est constitué de soufre, elle est en baisse depuis les années 80, parce qu'il y a eu des mesures prises par un certain nombre de pays pour limiter les émissions de dioxyde de soufre. Alors, si on prend les questions qui étaient posées, bon, vous m'entendez là? J'ai juste un check pour savoir combien on est. On est 6, ok. Bon, alors, il y a d'abord la dissolution du dioxyde de soufre dans l'eau, puis sa réaction avec l'eau pour produire l'acide sulfurique dont on parlait. Donc d'abord, une dissolution, cette question elle est délicate, parce qu'on pourrait se dire je vais mettre SO2 plus H2O, et puis ça donne directement le produit concerné. Ça aurait été accepté, mais ce qui me gêne, c'est que jusqu'à présent, pour être rigoureux, les dissolutions, on a toujours dit que c'était quelque chose qui n'était pas liquide, qui ensuite, en se dissolvant, soit se séparer en morceaux différents, soit se séparer les uns des autres, mais que ce soit sous forme aqueuse. Donc le SO2 qui est au départ gazeux, en fait, quand il se dissout dans l'eau, la l'équation de dissolution elle est tout con, hein, ça donne du SO2 aqueux. Donc une dissolution, on voit jamais l'eau. Hein. C'est dans un état bien particulier au départ, puis après c'est dans un autre état. Si jamais c'est un solide ionique ou un gaz ionique, hein, ça peut exister aussi. Dans ce cas-là, ce qui se dissout, ça va se scinder en 2 morceaux qui sont aqueux, mais qui sont 2 ions, l'un positif, l'autre négatif, et leur charge se neutralise. Donc une dissolution, j'ai toujours quelque chose sous un certain état, solide, liquide ou gazeux, c'est soluté, et puis à la fin, il est sous forme aqueuse, en un ou plusieurs morceaux, ça dépend si c'est ionique ou pas. Ensuite, on nous disait qu'avec l'eau, ça donnait une espèce chimique, et l'acide ici, l'acide qui est un diacide. Donc ça, c'était l'équation de dissolution et sa réaction avec l'eau.
le SO2 qui est produit par les gaz, bah, en bout de chaîne, hein, quand il arrive dans les gouttelettes d'eau qui sont dans l'atmosphère, bah, on se retrouve avec cette espèce chimique qui est présente dans l'eau. Cette espèce chimique, on nous dit qu'elle réagit avec l'eau sous forme d'une réaction acido-basique. Donc ça signifie que cette espèce-là, bah, c'est l'acide qui réagit avec l'eau. Donc si c'est l'acide, bah, on sait que l'acide il va perdre un H+, il va céder à l'autre. S'il perd un H+, ça veut dire que je vais virer un H ici. Le plus partant, bah, ça va me générer un moins là-dessus. Et lui, il va capter un H2 supplémentaire avec la charge positive. Donc ça va me donner HSO3- plus H3O+ au bout du compte. Alors je vais effacer ce que j'ai mis au pointeur. Donc voilà, on comprend bien comment est la réaction acide-base. Moins insister sur les autres. Ici, celui-là, il perd son H+, donc on se retrouve avec SO3- et puis H3O+. Tout est aqueux, puisqu'on est en milieu avec le solvant qui est l'eau. Sauf l'eau qui est liquide dans elle-même. Après, il y a une deuxième réaction qui pouvait se produire, c'est avec un autre gaz, c'est avec le SO3 gazeux, qui peut se dissoudre dans l'eau pour donner le SO3 aqueux. Et puis, avec l'eau, il se combine pour former l'acide sulfurique H2SO4. Maintenant, cet acide-là, qui est un diacide, va agir deux fois avec l'eau, sous forme de réaction chimique un peu comme au-dessus. Il y a juste un chiffre qui change, c'est le nombre d'oxygène. Donc là, on se retrouve avec HSO4- de ce côté, ici, et H3O+. Puis ce HSO4- va réagir de nouveau avec l'eau, pour produire une autre réaction acide-base. Donc je vais avoir H3O+, plus SO4-. Donc voilà les réactions chimiques qui étaient proposées dans l'énoncé qu'il fallait écrire et équilibrer. Elles sont toutes équilibrées. De toute façon, une réaction acide-base, quand je l'écris simplement un acide qui réagit avec une base, j'ai pas grand chose à équilibrer. Je me contente juste de faire passer un H+ d'un côté à l'autre. Et je sais qu'à la fin, c'est équilibré. Donc là, c'est tous les processus qui peuvent se produire dans l'atmosphère lorsque les gaz SO2 ou SO3 qui sont émis par l'industrie en général, ça peut être les volcans aussi, bah, ces gaz-là, ils rencontrent des gouttes d'eau. Donc ça peut être surprenant, mais dans l'atmosphère, on peut avoir un milieu aqueux. Parce qu'un nuage, bah, c'est des gouttelettes d'eau, hein. C'est liquide. C'est pas de la vapeur d'eau. Donc on peut parler d'un système qui est aqueux en solution, donc liquide. Et c'est chaque petite gouttelette d'eau qui contient du SO2. Bon, ça c'était la première partie, donc écrire toutes ces équations. Après, quelles sont les émissions anthropiques de dioxyde de soufre et en évaluer le pourcentage. Donc il fallait se servir du graphe, hein, celui qui est ici, là, ce graphe-là. Anthropique, ça signifie émise par l'homme. Donc si je regarde un petit peu tout ce qu'il y a, les combustions des ressources fossiles, donc ça on peut dire que c'est effectivement anthropique, parce que c'est nous qui faisons brûler tout ça. Oxydation des espèces soufrées issues des océans, des marais, etc. Bon, ça on peut considérer que c'est plutôt naturel, parce que c'est dans les océans, les marais que ça se produit. Les volcans aussi, c'est naturel. Donc en fait, ce qu'il faut calculer, c'est la contribution de cette quantité-là en millions de tonnes, si je prends les barres qui sont violettes ici, par rapport au total qui est émis. Donc il faut que je calcule le pourcentage. Donc anthropique, ça sera les combustions essentiellement de ressources fossiles. Et on va calculer, moi j'ai choisi de calculer un calcul en valeur haute quand il y a beaucoup d'émissions et un calcul en valeur basse. Donc on y va pour le calcul. Alors d'abord la réponse à la première question, c'est les émissions anthropiques de CO2 sont celles qui sont émises par l'homme. Anthropique, ça veut dire émises par l'homme. Donc c'est toutes celles-là, c'est ce que j'avais dit. Hein. Celle-là en valeur haute ou celle-là en valeur basse. Il faut que je calcule les pourcentages. Donc si je prends les bâtons violets, au total j'ai 240 plus 200, ça me fait 440 plus 20, je suis à 460 au total. Millions de tonnes qui sont émises au total si je réunis ça, ça et ça. Et sur ces 460 tonnes émises en valeur haute, bah, j'en ai que 240 qui sont émises par l'homme. Donc d'après le diagramme, je fais 240 divisé par 460, ça me donne 52%. Maintenant, si je voulais faire le même calcul
mais en valeur basse, bah, je prends les 160 qui sont émis par l'homme, je vais diviser par le total 160 plus 80 et plus 10. Donc ça nous fait, ça fait 240 plus 10, 250 au total. 250 millions de tonnes émises en valeur basse au total, et sur ces 250, j'en ai 160 produits par l'homme. Donc ça fait 64%. Et monsieur, pourquoi il y a Ouais. une valeur haute et une valeur basse en fait? C'est quoi la différence? Alors, je sais pas tout à fait. Je pense, j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais je pense que si je distingue les deux, c'est par rapport à deux périodes de l'année en fait. Il y a des moments où l'industrie fonctionne à plein, où on utilise beaucoup aussi de chauffage, etc. Donc il y a des valeurs dans l'année, il y a des valeurs. Il y a eu certaines années où il y a eu des valeurs. Alors, non, c'est peut-être même pas ça. C'est un encadrement en fait. Il y a eu des années où on en émettait plus que d'autres, d'autres années où on a émis des maximums. Donc ils ont pris le minimum d'émissions et le maximum. Je sais pas sur quel nombre d'années ils ont fait ça, mais voilà. Je peux pas te donner Ok, d'autres ok, explications que ça. d'accord. Il y Et a... moi, je trouve que c'est grave si, pour calculer le pourcentage, on a fait la moyenne des deux valeurs. Ouais, on pouvait faire, on additionne 240 et 160 et on divise par le total complet et on obtenait un résultat intermédiaire entre 52 et Oui, 64%. Ouais, on ouais, pouvait. 50. Ouais, ça Ok. marche très bien. Ensuite, pourquoi ces émissions tendent à décroître? Bah, on a vu d'après les études de carottes glaciaires, c'est que ces émissions, elles tendent à décroître car les émissions industrielles de SO2 diminuent dans certains pays. Il y a eu des politiques, hein, c'est les accords de Kyoto. Je ne sais pas si vous avez étudié ça en histoire à un moment donné dans votre cursus, mais Oui. ces accords-là en particulier, ils ont eu des effets positifs sur la limitation de la pollution. Alors, ils sont pas suffisants, mais ils ont déjà eu des effets. On les a vus dans les carottes glaciaires. Après, quel gaz azoté et quel acide chloré participent à la formation des pluies acides? Voilà, il fallait récupérer ces informations dans un des documents. Ah non, c'était une recherche internet. Hein, quand vous allez à Rebas, c'est que c'est. Donc, je vais vous donner les réponses. Hein, il fallait chercher sur internet ici. Donc déjà, vous avez tout ce qui est azoté, c'est-à-dire tout ce qui est à base d'azote. Vous avez des gaz à base d'azote N ici. Donc il y a le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote. Et puis après, tout ce qui est chloré, il y a l'acide chlorhydrique gazeux. Et puis c'est essentiellement celui-là, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Voilà tous les gaz qui pourraient être présents dans l'atmosphère qui sont responsables de la formation des pluies acides et qui sont soufrés. Il y a le SO2 qui en fait aussi. Alors juste pour votre culture personnelle, quand vous regardez Lyon depuis, je ne sais pas si certains d'entre vous ont une belle vue sur Lyon. Parfois, même très souvent, hein, l'été, quand il n'y a pas beaucoup de vent, qu'il fait chaud, on voit Lyon avec une espèce d'ambiance, avec un nuage un peu rougeâtre, voire bleu. Des couleurs un peu bleu-rouge parfois, ce sont tous ces gaz-là qui sont responsables de ces couleurs. Donc on les voit, hein, ils sont vraiment présents, ils sont visiblement présents, on les voit bien. Au bilan, comment les échanges entre les différentes zones de la Terre contribuent-ils à la formation des pluies acides et quelles peuvent être les conséquences des pluies acides? Bon les échanges, les gaz anthropiques ou naturels sont émis dans l'atmosphère et puis se dissolvent dans l'eau et c'est ça qui produit des gouttelettes acides qui vont retomber. Donc cette dissolution rend cette eau acide. Ensuite, cette eau retombe ensuite sous forme de précipitation acide. Et puis ces pluies peuvent détériorer les forêts, les bâtiments, la faune, etc. Alors les forêts, on le comprend bien, ça rentre dans le sol, et puis si c'est trop acide, ça peut nuire à certaines espèces. Il y a des espèces qui supportent pas l'acidité. Les bâtiments souvent ils sont faits avec des matériaux calcaires, et vous savez peut-être en SVT qu'une pierre qui est calcaire, si je mets un peu d'acide dessus, ça fait dissoudre la pierre un peu, ça dissout la pierre. Et notamment toute l'érosion dont vous entendez parler en SVT, l'érosion naturelle qui se fait sur des massifs calcaires, elle se fait grâce à la pluie. Et il y a deux types d'érosion, l'érosion mécanique, donc la pluie qui arrive et qui bat le sol, donc qui casse un peu en petits morceaux, mais aussi l'érosion
chimique qui est due à l'acidité des pluies. Et si ces pluies sont plus acides, bah, l'érosion s'accélère. Et notamment au niveau des bâtiments, ça se voit. Ça vous parle ce que je raconte là? Vous avez vu ça Oui, en SVT, c'est bon? Ouais. oui, l'érosion des chaînes de montagne, ouais. Ouais. Ce qu'on appelle les massifs karstiques où il y a plein de trous d'aspérité de partout, il y a des grottes et tout ça. Ça c'est l'érosion qui a créé tout ça. Bon, un petit croquis là, je le laisserai sur la vidéo, hein, mais c'est vraiment un croquis complet ici avec les émissions de SO2 qui se combinent avec l'eau dans l'atmosphère pour donner des pluies acides. Il y a d'autres conséquences, qui sont des conséquences, si on veut être complet, qui sont plutôt positives pour le réchauffement climatique, c'est que cette couche de gaz peut avoir comme conséquence des réflexions du soleil. Donc ça limite le rayonnement qui rentre. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant d'un point de vue du réchauffement climatique, mais en fait c'est tellement dérisoire par rapport à l'effet de serre qui augmente que ça n'a pas beaucoup de conséquences. Et là, on a le dioxyde de soufre naturel qui est émis, les pluies acides, etc. Bon, je ne vais pas trop insister sur le schéma. Bon, ensuite, je voudrais vous montrer une autre vidéo que je vais commenter moi, du coup. Ici, celle-là. Et puis une autre que j'aime bien aussi, ça évoque le 7e continent, ici. Alors, dans les océans, vous avez partout des courants, hein, des courants marins. Alors, on fera un chapitre, on fera une activité sur les courants marins. Alors ces courants marins, ils ont plein d'origines. Un courant se crée dès qu'il y a des différences de densité ou des différences de température. Donc on a des courants qui se créent un peu partout. Il y a la rotation de la Terre sur elle-même qui va dévier ces courants, ce qui fait qu'on a des courants super compliqués à la surface de la Terre. On en parlera dans une autre activité. Et notamment, il y a des zones, vous le voyez ici, par exemple, ici, ce sont des zones où ça fait ce qu'on appelle des gyres en fait, c'est des tourbillons gigantesques hein, qui sont de l'échelle presque d'un continent, où vous avez un courant marin qui est concentré vers un point particulier. Et ces zones-là, les marins les ont toujours évitées. Parce que les marins, comme les avions, ils cherchent les zones où vous avez un courant qui est continu pour pouvoir aller plus vite en fait. Donc les marins, les bateaux, ils passent jamais par ces zones-là parce qu'ils savent que ça sert à rien, sinon ils sont un peu coincés dedans, ils mettent plus de temps pour traverser parce que ça les concentre dedans. Donc on n'y va pas, du coup on savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et puis certains y sont allés, notamment dans l'océan Pacifique, ils sont allés explorer ces zones-là et ils se sont rendus compte que dans ces zones-là où vous avez ce qu'on appelle des gyres, ils ont vu une concentration de plastique assez exceptionnelle. Alors que c'est quand même très très loin de toute habitation ces endroits-là, donc c'était assez surprenant de voir qu'il y avait carrément des surfaces entières de petits bouts de plastique avec des concentrations phénoménales. Donc là, on voit sur cette animation les plastiques qui sont émis par les différents pays et qui arrivent dans les océans. Ils sont entraînés par ces courants et ils vont être concentrés ensuite dans ces zones-là. On considère que dans ces zones, on a trouvé 5 kg de plastique par kilomètre carré. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, c'était des tout petits bouts de plastique qui seront concentrés de partout. Alors que normalement, on n'y met pas les pieds, on n'y a jamais mis les pieds. Et puis ces concentrations, elles augmentent de plus en plus dans ces zones-là. On peut y trouver tout un tas de produits, des brosses à dents, des produits un peu courants comme ça. C'est assez effrayant. Et on n'en avait pas pris conscience encore parce qu'on n'allait pas trop dans ces zones-là qui n'étaient pas intéressantes d'un point de vue de navigation marine. Alors, les conséquences que ça a, elles sont de plusieurs ordres. Je vais vous montrer une autre vidéo. C'est que vous avez certaines îles qui sont dans cette zone-là de la gyre du Pacifique Nord. Et dans ces îles-là, mince, je l'ai pas mise. Si. Il y a quand même des animaux, hein, des tortues, des oiseaux. Et il y a toute une équipe qui avait essayé de trouver des subventions pour essayer de faire un film. Ils n'ont jamais réussi à aller au bout, mais je vais vous passer un extrait du teaser du film qu'ils voulaient faire.
Alors c'est dommage que vous ayez pas le son parce que assez sympa avec le son. Ils sont allés voir sur cette île qui est à 2000 miles, c'est-à-dire à 3000 ou 4000 km de toute vie humaine, où on peut dire que c'est une île préservée totalement de l'influence humaine, puisqu'il n'y a pas d'humains à moins de 3000 km, ou 3000, plus que ça, ouais, 3600. Et ils ont constaté que sur ces zones là où il y a vraiment beaucoup d'animaux et notamment des fous de bassin, c'est des oiseaux comme ça, qu'il y avait une forte mortalité. Il y avait plein d'oiseaux morts. Alors ils le savaient, hein, mais pour montrer un petit peu les conséquences de la pollution, ils ont essayé de faire des autopsies de ces animaux morts. Et voilà ce qu'ils ont découvert dans ces oiseaux morts, ce qu'ils ont découvert dans leur ventre. Ils ont découvert des bouts de briquet, ils ont découvert des morceaux de bouchons. Vous voyez, hein, c'est des produits de nos sociétés à nous qui se sont retrouvés dans les océans, qui ont été transportés par les courants et se sont concentrés à ces endroits-là. On a même retrouvé des bouts de brosse à dents, des bouts de briquet, etc. On voit bien nos produits à nous. Hein. Donc ça, faut prendre conscience que notre pollution, elle se limite pas à notre porte. Hein. Tout ce qui se retrouve dans les fleuves, dans la rue, on va dire, ça va être entraîné par les pluies dans les fossés, ça va être entraîné ensuite dans les cours d'eau, c'est-à-dire les rivières, les fleuves, puis ça va à la mer. Tout se retrouve à la mer à la fin. Alors ça, c'est la vision directe et un peu marquante des choses, mais il y a plein de polluants aussi en plein milieu des océans. Ces produits-là concentrent des espèces chimiques qui sont toxiques. Bon, j'arrête là de vous déprimer avec ces vidéos. Et puis on va essayer de voir un petit peu les questions qui étaient posées sur ce fameux 8e continent. Alors, recherche. Monsieur, tu as une question. Oui. Alors j'ai pas regardé le chat. Ouais. C'est quoi la question? Je vais regarder. Je me demande si les pluies radioactives existent. Les pluies radioactives, ouais, ça existe, bien sûr. Ouais, ça existe des pluies radioactives et elles se transmettent un peu de partout. Maintenant, il y a eu des pluies radioactives lorsqu'il y a eu des accidents nucléaires, donc après Tchernobyl et un peu après Fukushima. Mais l'incidence, elle a été sur quelques années, surprenamment, ça a peut-être moins d'incidence que ces déchets plastiques. Mais effectivement, hein, les gaz qui sont émis par les accidents nucléaires se retrouvent dans l'atmosphère, et les espèces chimiques qui sont dans ces gaz-là, l'iode c'est le plus célèbre, hein, mais il y en a d'autres, elles sont radioactifs, et quand ils retombent sous forme de pluie, ça génère de la radioactivité dans le sol aussi. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, quand il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86, il nous avait dit que les gaz radioactifs s'étaient arrêtés aux Alpes, ce qui était complètement faux, mais les gaz radioactifs sont répandus vraiment partout sur Terre. Après, les conséquences que ça a, elles sont difficilement mesurables, mais ça a provoqué des problèmes de thyroïde, et quelques cancers. On aura du mal à savoir quel est le bilan global. Mais oui, ça existe. Recherche le sens des mots ou expressions indiquées en italique. Alors moi je les avais entourés sur le document, hein, des mots en italique. Donc il y avait polymère, etc. Donc je vais les prendre les uns à la suite des autres. C'est des recherches internet. Donc, polymère, là, dedans il y a deux mots, hein, deux parties dans polymère. Poly ça veut dire plusieurs, et mère ça veut dire qu'il y a une seule base. Comme quand on fait des dilutions, on part de la mer et on fait des filles. En fait c'est une très grosse molécule qui est constituée d'un motif qu'on appelle la mer, qui se répète régulièrement. Et poly, donc il y en a plusieurs. Les matières plastiques sont des polymères. Après, il en existe des naturels, hein, les caoutchoucs, des trucs comme ça. Après, il y avait photodégradation. La photodégradation, en fait, c'est le seul truc qui dégrade un petit peu le plastique. En fait, ça le dégrade pas totalement, ça le casse en morceaux. En fait. Ça veut dire que ça se dégrade sous l'action de la lumière. Vous avez peut-être remarqué que le plastique, il se cassait plus facilement quand il est resté longtemps au soleil. Donc ça, c'est sous l'effet des UV que ça va casser un peu les liaisons entre les polymères.
Sauf que le polymère, il reste quand même, hein, mais ça se casse juste en petits bouts, quoi. C'est d'ailleurs un gros problème, parce qu'au lieu d'avoir on veut nettoyer, au lieu d'avoir des gros morceaux de plastique, on se retrouve avec tout un tas de petits morceaux, des petits bouts de plastique un peu de partout. Une gyre, bah, c'est une espèce de tourbillon gigantesque qui est formé par les courants océaniques. Les perturbateurs endocriniens, si on prend la définition qu'on peut trouver sur Internet, c'est une molécule qui bloque ou qui modifie le fonctionnement d'un organisme. On en parle beaucoup, il y en a énormément avec les pesticides notamment, et du coup nous on en mange au quotidien, hein, dès qu'on mange des produits, que ce soit des produits industriels ou même des fruits et des légumes, il y en a pas mal, hein, donc on en mange. Hydrophobe, normalement vous devez savoir, on avait déjà vu cette notion-là. Hydro, c'est l'eau, phobe, ça veut dire qui n'aime pas l'eau, c'est des substances qui sont repoussées ou qui repoussent l'eau. Et puis xénobiotique, c'est une substance étrangère à l'organisme, donc qui n'est dans un corps et qui est une substance étrangère. Typiquement un plastique qu'on voit dans les intestins des oiseaux, bah, c'est xénobiotique. Pourquoi dit-on que les polymères sont chimiquement inertes, et quelles conséquences cette affirmation a-t-elle sur la gestion de leur pollution? Bah, ils sont inertes parce que certes ils peuvent se dégrader avec la lumière en se cassant en petits morceaux, mais sauf qu'il n'y a rien qui va les faire, qui va les décomposer naturellement. C'est-à-dire qu'ils sont pas biodégradables. Ils sont photodégradables en petits morceaux, mais au bout du compte, ça reste des petits morceaux de plastique. Les polymères sont chimiquement inertes. Ils réagissent très peu. Alors, ils réagissent quand même en combustion. On peut les faire brûler. Sauf que ça crée des gaz polluants. Ils réagissent très peu. Ils se dégradent pas. Il n'y a pas des vers de terre qui vont bouffer des plastiques pour pouvoir les dégrader, par exemple. De champignons ou de micro-organismes qui vont les dégrader. Donc il y a une durée de vie très très longue. Les conséquences, s'il y a une durée de vie très longue, ça veut dire que les déchets, faut les gérer. Hein. Et les gérer, ça c'est sur du long terme. On ne sait pas combien de temps durent des plastiques. Ensuite, quels sont les PCB et quels en sont les dangers? Alors, les PCB, ce sont des polluants qui sont des dérivés chimiques chlorés. Ils ont été utilisés massivement pour fabriquer des transformateurs électriques ou fabriquer des appareils hydrauliques industriels. Et ces PCB, en fait, le gros problème, c'est que eux-mêmes, comme les polymères, ils se dégradent pas, ils sont toxiques. Et en fait, il y en a tant que ça à l'échelle de la planète qui ont été émis, sauf qu'en fait, ils vont s'accrocher au plastique. Ils vont avoir, on va le voir, les mêmes affinités, donc ils vont s'accrocher, ils vont se concentrer sur les plastiques. Donc leur danger, si on regarde sur Internet, ils peuvent provoquer des dommages au foie, des problèmes liés à la reproduction, à la croissance, des cancers, etc. Ils peuvent provoquer plein de choses, ils sont toxiques. Donc il ne faut pas qu'ils rentrent dans la chaîne alimentaire. Ils sont très peu biodégradables, comme les plastiques. Donc, une fois qu'ils sont rejetés dans l'environnement, ils restent, ils s'accumulent et puis ils vont s'accumuler dans la chaîne alimentaire parce qu'ils vont, on va le voir, se fixer sur les polymères, et puis les animaux, hein, les poissons, etc., ils vont chercher à bouffer ces polymères parce qu'ils les prennent pour des organismes qui sont consommables, et du coup ils vont se retrouver avec des bouts de plastique, mais c'est pas ça tellement dangereux, c'est les PCB qui sont accrochés à ces bouts de plastique qui vont les tuer. Alors, si on fait un petit dessin où on représente des plastiques de façon symbolique et de l'eau. Au milieu ici, vous avez des plastiques. En fait, c'est des chaînes carbonées. Vous voyez des petites boules grises ici qui sont les carbones avec des hydrogènes autour. Donc c'est des chaînes un peu longues, les polymères. Donc symboliquement, j'en ai fait quelques-uns là. Et puis tout autour, vous avez des molécules d'eau. Et donc les plastiques, les matières grasses, toutes ces choses-là vont pas du tout se mélanger à l'eau. Vous le savez, hein, par exemple de l'huile liquide ne se mélange pas à l'eau, parce qu'elle a des interactions de Van der Waals, alors que l'eau, elle, fait principalement des interactions qui sont des liaisons hydrogènes, qui sont plus fortes. Donc quand on mélange tout ça, les molécules d'eau, elles se rassemblent sous l'effet de cette interaction, cette liaison hydrogène, qui est plus forte, et l'huile va se lier à elle-même avec des liaisons de Van der Waals. Et les PCB, eux, ils font des liaisons de Van der Waals, donc ils vont se concentrer non pas sur tous les océans et toute la surface des océans,
où il y a de l'eau partout, mais sur ces petits bouts de plastique qui restent à différents endroits de l'océan, et notamment dans les gyres, dans ces espèces de grands tourbillons. Du coup, ces interactions, alors justifier qu'ils sont hydrophobes, ces PCB, et qu'ils se concentrent dans les matières plastiques, bah, ils font des interactions de Van der Waals, les PCB, du coup, c'est les mêmes interactions que celles de l'huile, enfin de l'huile ou du plastique, alors que les molécules d'eau, elles font des interactions de type liaison hydrogène. Donc les PCB vont pas s'accrocher aux molécules d'eau, mais ils vont s'accrocher au plastique. Et du coup, ils sont hydrophobes, ils aiment pas l'eau, ils préfèrent les matières plastiques. Ce qui fait qu'ils vont se concentrer dans ces matières plastiques. Ça va là? C'est bon? Bon, allez. Oui, je remettre la diapo précédente, 2 secondes. Ouais. Je surveille l'heure, je sais pas quelle heure il est. Il est 9h37. Ouais, non, c'est bon. Hein. C'est bon, merci. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que ces matières plastiques peuvent être dangereuses pour l'homme et l'environnement? Alors, on l'a vu sur la vidéo, hein, pour l'environnement, c'est assez évident. Les oiseaux mangent ces morceaux de plastique qui sont concentrés en PCB, et donc c'est toxique, ça les fait mourir. Mais il y a aussi, nous, on mange des poissons, on mange des animaux, donc la chaîne alimentaire, elle est contaminée. Si l'oiseau, le poisson qui a mangé un petit peu de plastique, mais c'est des micro-particules de plastique, hein, ça se voit pas forcément comme sur la vidéo, et ben, il va se retrouver avec des matières, des PCB concentrés. Si maintenant ces poissons se font manger par d'autres poissons, bah, ces gros poissons, ils vont concentrer ce qu'avaient déjà mangé les petits, etc. Donc plus on mange un animal ou une espèce qui est en bout de chaîne alimentaire, plus ce sera concentré en produits toxiques. Et donc plus ce sera dangereux pour nous aussi. Donc c'est toute l'histoire de la chaîne alimentaire, de sa contamination et des concentrations à la fin. Donc le bilan global, sous quelle forme trouve-t-on majoritairement les matières plastiques dans les océans? C'est pas sous forme vraiment visible, c'est des petits bouts de plastique, hein, c'était marqué dans un document, qui font quelques micromètres en taille. Et c'est grâce à la photodégradation, donc grâce au soleil, que ça se casse en petits morceaux. Et pourquoi ça se concentre dans les zones particulières des océans? Bah parce que dans ces océans, vous avez des tourbillons géants qui se forment, et ces tourbillons, ça va piéger toutes ces matières plastiques qui flottent à la surface des océans. Donc, pour le bilan, moi, ce que j'ai noté, c'est que les matières plastiques se trouvent majoritairement sous forme de petits morceaux de 1 mm de diamètre, voire moins. Elles sont fractionnées par la photodégradation, c'est l'action du soleil, et elles sont piégées par les courants marins dans les gyres. Donc voilà le bilan. Bon, donc je vous laisse le temps d'écrire cette correction. Pour la semaine prochaine, donc je le mettrai sur l'ENT, mais je l'ai écrit ici aussi. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a 3 exercices à chercher. Je vais vous laisser, je vais pas faire une séance de 2 heures la semaine prochaine, je vais faire une séance de correction d'exercice de 1 heure, avec le début où je vais vous présenter les résultats d'une expérience pour que vous puissiez chercher un TP la semaine d'après. Donc la semaine prochaine, il y a 3 exos, on va les corriger en séance, et puis je vous présenterai un TP qui sera à chercher pour la semaine d'après. Oui, monsieur, Jade, elle demande si vous allez envoyer la correction là, ou ce diapo. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fini, je vais arrêter l'enregistrement,